Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, les défenseurs des abeilles en guerre contre les pesticides, un projet de maison en container à Brest et des nouvelles de Marc Pointu, isolé sur son phare au bout du monde à Tvénec depuis plus de 2 semaines déjà. Et puis à J-4 de la journée de commémoration des victimes de la guerre d'Algérie, nous parlerons de la dernière bande dessinée de 2 scénaristes brestois, une BD qui met à l'honneur des joueurs de foot algériens durant la guerre d'indépendance en Algérie. Chris et Bertrand Galli, bonjour. Bonjour. Un maillot pour l'Algérie, c'est le titre de votre dernière BD. Ça parle de sport, de fierté nationale, d'espoir. Ça raconte une histoire vraie, étonnante, qui s'est déroulée dans cette période encore pleine de tabous en France, qu'est la guerre d'Algérie. On en parle ensemble tout à l'heure. Et puis, comme chaque mardi, un coup de projecteur sur un projet breton qui a besoin de vous pour se concrétiser. Aujourd'hui, il s'agit du championnat d'Europe de lutte celtique qui se déroule au mois d'avril à l'Arena à Brest. Pour en parler, l'un des membres du comité d'organisation, Jean-Yves Lair, bonjour. Bonjour. On vous retrouve en fin d'émission pour en parler, ce sera dans l'instant coup de pouce. Et puis Frédéric Lorenzon est à mes côtés. Bonjour Frédéric. Bonjour Pauline. Vous nous parlez d'un projet étonnant aujourd'hui de maison container à Brest. On en parle dans un instant, mais tout de suite on démarre avec le point sur l'actualité de ce mardi 15 mars. Le référendum local autour du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique ne sera finalement ouvert qu'aux électeurs du département de Loire-Atlantique. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Manuel Valls ce mardi matin. En Bretagne, les réactions sont diverses. Gilles Pénel, élu régional du Front National, condamne cette décision dans un communiqué. Pour lui, il s'agit d'un vrai détournement de la démocratie en ne faisant voter que les habitants de Loire-Atlantique. Gérard Laëllec, en charge des transports au Conseil régional, était favorable à ce que ce référendum adopte le périmètre de l'enquête publique de 2006, ce qui correspond à la Loire-Atlantique. Côté Finistère, Christian Troidec, élu régionaliste au Conseil départemental, avait appelé à ce que le Finistère participe au référendum. Nous serions directement impactés si l'aéroport se construisait, dit-il. La présidente du Conseil départemental, Nathalie Sarabezol, prend acte de cette décision qui respecte les contours de l'enquête publique. Le référendum devrait avoir lieu en juin. Pour l'instant, aucune date définitive n'est prévue. Dans l'actualité également, ce mardi, les apiculteurs dans les rues de Paris. Ils veulent en finir avec l'utilisation de produits nocifs pour les abeilles et défendent un projet de loi. Elles attendent beaucoup du projet de loi biodiversité en lecture à l'Assemblée nationale depuis ce mardi. Si la manifestation se tenait à Paris, les Finistériens sont aussi concernés. Explication avec Camille Pochet. Les néonicotinoïdes sont dans le viseur des apiculteurs. Cette substance décime les colonies d'abeilles. Gilbert gère 200 ruches et il voit les dégâts provoqués par l'insecticide. C'est un insecticide très toxique qui agit donc sur le système neurologique de l'abeille et qui fait que l'abeille perd son orientation. Elle ne retrouve pas leur ruche et ça nous cause une mortalité importante. Aujourd'hui, les mortalités sont de 20 à 25% en général. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on sait qu'ils sont toxiques. Ça fait de nombreuses années que différents rapports le démontrent. Le projet de loi biodiversité pourrait bien changer la donne. Examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale de ce mardi à ce jeudi, il contient un amendement qui pourrait interdire l'usage des néonicotinoïdes. Quelques 1650 Finistériens pratiquent l'apiculture. Pour la plupart d'entre eux, c'est un loisir. Ils ne sont que 50 professionnels. Pour le syndicat des apiculteurs du Finistère, la menace du néonicotinoïde ne pèse pas seulement sur les abeilles. Ces insecticides sont néfastes pour les abeilles, mais pour l'humain en général. Cette molécule est utilisée sur des céréales, les blés, les différentes cultures de ce type, mais on va le retrouver aussi sur des produits, je dirais, plus couramment utilisés dans le cadre domestique pour le traitement des puces, par exemple, sur les chiens, chats et autres. Donc on va le retrouver, c'est vrai, dans notre vie de tous les jours. Retoqué par le Sénat en janvier dernier, le projet de loi biodiversité fait débat. Il sera définitivement voté avant l'été. Voilà la loi biodiversité qui sera débattue ce mercredi encore à l'Assemblée nationale avant le second vote des députés. Dans le Finistère, Brest Métropole Habitat gère plus de 20 000 logements.
Ce bailleur social a décidé de lancer un programme de construction originale des maisons en container. Les 12 logements seront construits avec des boîtes métalliques habituellement utilisées pour le transport maritime. Frédéric Lorenzon, vous avez rencontré l'architecte de ce programme étiqueté développement durable, bien sûr. On regarde tout de suite votre reportage. Dans un an, des maisons originales vont faire leur apparition ici, dans l'écoquartier de la Fontaine-Margot à Brest. Particularité, elles seront bâties à partir de containers maritimes. C'est une nouvelle entreprise de Rospordin, la Cefab, qui les fabriquera à partir du mois de septembre. Les 12 maisons ont été dessinées par cette agence d'architectes à Brest. C'est déjà un matériau très performant, très costaud, qui est fait pour voyager, traverser les tempêtes, les mers, donc qui est étanche, qui est en acier corten. Ça va servir de structure pour les maisons. Donc à la place de faire une maison en parpaing, en maçonnerie, on part sur une maison en ossature métallique. Pour bâtir les 12 résidences, 78 containers seront nécessaires, un mode constructif qui offre certains avantages. Les T4 vont pouvoir être transformables en T5 facilement. On pourra rajouter une chambre en fait, qu'on vient implanter sur le toit d'une terrasse dans le futur. Le promoteur de ce programme original, c'est Timo, l'agence de promotion de Brest Métropole Habitat. Le bailleur social a décidé de faire du développement durable avec cette résidence. Nous sommes engagés dans une politique d'innovation en termes de construction, de produits. On est aussi en train de renouveler notre architecture. Et donc les maisons conteneurs se sont aussi imposées, je dirais, comme une nouvelle forme d'habitat, un nouveau matériau. Puis aussi une manière de rester dans nos objectifs aussi de notre charte de développement durable. Sur ce salon, en 3 jours, l'équipe de Timo a reçu près de 25 candidatures. Les 12 maisons seront accessibles à la propriété sous conditions de ressources, mais avec des aides au financement. Les prix, de 1 700 à 2 000 euros le mètre carré, des prix qui peuvent paraître élevés, mais tout est compris. C'est-à-dire produits finis, peinture, tapisserie, sol, les terrains sont aménagés, clos et arborés. Les premiers logements de l'écoquartier de la Fontaine-Margot seront livrés en avril-mai 2017. Les maisons containers devraient être parmi les premiers logements disponibles. Alors Frédéric, on l'entend dans votre reportage, 25 demandes, 12 maisons, tout le monde ne va pas pouvoir avoir sa maison conteneur. Et oui Pauline, parce que Timo, l'agence de Brest Métropole Habitat, ne construit que pour l'accession à la propriété des ménages les plus modestes. Pour acheter dans la résidence Thiez Anne Aise, je ne sais pas si je prononce bien, il faut être éligible au PSLA, c'est le plan social de location accession. Alors comment ça fonctionne? Eh bien d'abord il faut entrer dans des critères sociaux, maximum 23 792 euros par an pour un célibataire et jusqu'à 44 621 euros de revenus pour une famille de 5 personnes et plus. Ensuite, si le bailleur vous sélectionne, vous louez votre logement et en même temps vous constituez une épargne. Et quand vous le souhaitez, vous déclenchez l'option d'achat, un achat sécurisé. Alors en quoi il est sécurisé cet achat? D'abord, les mensualités sont calquées sur les loyers que vous payez lorsque vous étiez locataire. La location dure 1 an minimum, 5 ans maximum. Vous êtes dispensé de taxes foncières pendant 15 ans. Les frais de notaire sont réduits. Vous touchez des aides au logement et vous bénéficiez d'un taux de 0% s'il y a des imprévus type arrêt maladie, perte d'emploi et autres situations un peu délicates. C'est plutôt des avantages intéressants pour habiter un nouveau quartier de Brest? Évidemment, le quartier de la Fontaine-Margot, ce sera à terme 1500 à 1700 logements prévus dans les prochaines années. Alors 25% de ces logements seront inscrits dans ce dispositif PSLA, 25% seront de la location à loyer modéré, donc HLM, et puis la dernière moitié, ce sera de l'accession libre. Alors en revanche, l'écoquartier va concentrer aussi d'autres formes originales d'habitat. Il y a par exemple un projet d'habitat partagé. Alors ça s'appelle la Catiche des villes. 5 familles ont décidé de se regrouper en association pour construire ensemble et partager les frais de construction, mais aussi partager des espaces communs type buanderie, local pour différents vélos et autres matériels, mais aussi certains services en commun, par exemple. Certains locataires gardent les enfants des autres. Enfin, ça existe déjà à Brest. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. On peut dire d'ailleurs que l'émission Bretagne durable de février a fait un point sur l'habitat partagé. Au revoir. À retrouver sur tvo.tv.bzh. Bien sûr, merci Frédéric. Allez, direction tout de suite le phare de TVNEC maintenant qui fête ses 141 ans aujourd'hui. Évidemment, son locataire du moment, Marc Pointu, a allumé une bougie pour l'occasion. C'est l'instant TVNEC.
Aujourd'hui, 15 mars 2016, est une journée particulière pour le phare. C'est au cours du 19e siècle que l'on a décidé la construction de ce phare dans le cadre de la signalisation de l'ensemble du Raz-Seine, entre le phare de la Vieille, vous voyez sans doute au loin ici, et le phare d'Armaine, à l'ouest de l'île de Sein. Les travaux ont commencé en 1869, ont duré 5 ans, et se sont avérés beaucoup plus difficiles que prévu. On devait y envoyer les ouvriers d'Armaine lorsque le chantier d'Armaine n'était pas accessible à cause du mauvais temps. Je profite de cette journée pour vous présenter une des dépendances du phare, une grande salle située sous cette terrasse. On y accède par un escalier taillé dans la roche qui passe entre la terrasse et ce bloc de granit. Et voici l'entrée de cette salle sous la terrasse, salle qui est assez vaste. Et où j'ai voulu, ici, signaler cet anniversaire, ce 141e anniversaire du phare, puisqu'il a été allumé en 1875, le 15 mars précisément. Nous pénétrons dans cette salle. Voici la bougie de l'anniversaire du phare. Modeste contribution, mais bon, ça prouve que le phare n'est pas seul. Je vous dis à bientôt. Voilà Marc Pointu pour son 17e jour Thévenec qui a l'air de bien se porter. Messieurs, c'est une expérience que vous pourriez tenter d'aller vous isoler 2 mois dans un phare? 2 mois, c'est peut-être un peu long. C'est beaucoup. Oui, moi j'aimerais beaucoup. Ouais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé un peu quand j'ai pris le transsibérien de rester un peu, juste avec des livres et puis à attendre que le temps passe. Et ça reste une expérience dans un phare vraiment solitaire, moi que j'aimerais vraiment tenter pour le coup. Ouais. Mais Marc Pointu aimerait développer de la résidence d'artiste à Thévenec, donc on vous mettra en contact. Voilà Marc Pointu qui passe 2 mois isolé sur ce caillou du bout du monde pour attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises. Et puis, autre anniversaire cette semaine, celui de la fin de la guerre d'Algérie. Il y a 54 ans, le 19 mars 1962, étaient signés les accords d'Évian qui mettaient fin à ce conflit. Si une journée de commémoration existe, elle est bien souvent discrète et cet épisode de l'histoire de France est souvent mal connu de la jeune génération. Grâce à la bande dessinée écrite par nos invités, les choses pourraient peut-être changer. Un maillot pour l'Algérie, c'est l'histoire de footballeurs algériens qui jouaient dans des équipes françaises lorsqu'a éclaté la guerre d'Algérie. Recrutés par le Front de Libération Nationale, le FLN, ils vont devenir des symboles de la nation algérienne indépendante. Bertrand Gallic et Chris, vous avez coécrit cette BD. Comment est-ce que vous avez découvert cet épisode étonnant de la guerre d'Algérie ? Qui veut répondre? Qui a découvert en premier et insisté? Découvert en premier, c'est Bertrand. Mais en fait, le chemin pour y aller, ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à créer des récits sportifs en bande dessinée, ce qui se faisait très très peu, qui se fait toujours très très peu d'ailleurs. Et on cherchait des histoires comme ça qui mélangeaient politique, social, histoire. Donc c'est à la base une histoire de sport que vous cherchiez avant une histoire politique, Bertrand. Plutôt, oui. C'était ça. Et alors vous, puisque vous étiez le premier Bertrand à avoir connu cette histoire, comment on met la main sur une histoire telle que celle-là? Là-dessus, en fait, on a eu une discussion donc, avec Chris sur le festival Quai des Bulles, si je me souviens bien. Saint-Malo, et donc où il émettait ce souhait-là de, pourquoi pas même carrément lancer une collection où se mêlerait le sport et la politique en bande dessinée, parce que c'est un truc qui n'existe pas, a priori, jusqu'à présent. Et donc forcément, moi, ça a titillé mon intérêt parce que j'aime à la fois l'histoire, la politique et le sport. Et donc je dis à Chris, écoute, peut-être que ça vaut le coup de réfléchir un peu et de chercher. Et j'ai dû t'appeler le lendemain ou le surlendemain. Parce que juste sur Internet, j'avais trouvé de la doc, en fait, sur cette histoire. Cette histoire complètement dingue. Alors, en quoi cette équipe de foot a joué un rôle important dans le conflit de la guerre d'Algérie, Chris? Ceux qui n'ont pas encore lu la BD. Parce beaucoup de choses qui, en fait, posent toujours beaucoup de questions actuellement. La première chose qui est intéressante, c'est l'utilisation du sport comme arme politique. C'est extrêmement moderne. Ça s'était peu fait. On peut citer les JO de Berlin, par exemple, en 1936, où Hitler aussi utilise le sport. Mais que, véritablement, un mouvement politique décide
décide d'utiliser un sportif ou une équipe sportive pour faire valoir une cause, c'est la première fois dans l'histoire politique. Il y a eu l'Union soviétique quand même. L'URSS a beaucoup aussi appuyé là-dessus, mais c'est, on va dire, plus large. Là, c'est pour une cause vraiment précise, l'indépendance, une guerre d'indépendance quand même. Et donc, c'est la première fois où il y a cette utilisation. D'ailleurs, l'idée vient aux Algériens en revenant des Jeux de la jeunesse à Moscou. Donc, ça vient aussi du bloc de l'Est, mais ce sont les premiers à le mettre en pratique, à organiser la fuite des footballeurs pendant un an, et ensuite à se servir de cette équipe pour promouvoir la cause de l'indépendance algérienne un peu partout dans le monde. Après, ça pose surtout des vraies questions d'identité, parce qu'à l'époque, évidemment, l'Algérie, c'est la France. Les Algériens, pour certains d'entre eux, jouent pour l'équipe de France. C'est ça. Et encore aujourd'hui, on voit bien que ça pose question à beaucoup de footballeurs, les fameux binationaux dont on parle beaucoup. Donc cette histoire-là est exemplaire un peu de cette modernité qu'on retrouve toujours aujourd'hui. La guerre d'Algérie est encore un épisode tabou de notre histoire en France. Est-ce qu'avec cette BD, vous voulez toucher une génération à qui on n'a pas forcément un jour déjà raconté ces événements-là ? On espère effectivement faire beaucoup de rencontres et essayer de briser certains de ces tabous, auprès de la communauté originaire du Maghreb et puis d'un public plus large, évidemment. Comme chaque 19 mars, les fédérations des anciens combattants d'Algérie vont se recueillir un peu partout en France. Dans le Finistère, on note le rendez-vous départemental. Le gros rendez-vous, c'est à Plébin à 10h ce samedi 19 mars. Et même les membres de la FNACA de Brest, la FNACA, donc les anciens combattants. Là-bas, cette histoire de foot n'est pas forcément connue. On écoute d'ailleurs à ce propos Olivier Balcon au micro d'Elvire Simon. Non, alors là, je ne vois pas du tout qu'est-ce que vient faire l'équipe de foot là-dedans. Vous m'excuserez, mais non, je ne vois pas du tout. Oui, je suis surpris, quoi. On partait 2 ou 3 jours, on revenait, on repartait l'hélicoptère, et puis on repartait aussitôt quand il y avait des accrochages. Alors, notre rôle, c'était ça, mais alors le foot... Bon, nous, il était hors de question qu'on puisse le faire, mais c'était bien pour ceux qui pouvaient le faire. Ça, c'est sûr. J'étais footballeur, alors... Le foot et moi, c'était vraiment... J'ai joué jusqu'à mes 55 ans au foot. On n'a pas le droit de l'oublier. On n'a pas le droit d'oublier la guerre d'Algérie. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même 30 000 morts. Donc, on n'a pas le droit de l'oublier, ça. Pour écrire cette BD, un maillot pour l'Algérie, vous avez rencontré Rachid Mekloufi, entre autres. C'est l'un des joueurs de cette équipe d'Algérie. Comment a-t-il accueilli votre projet de BD ? Avec enthousiasme, je dirais, puisqu'il est aujourd'hui encore l'ambassadeur en fait de cette équipe, et il déplore le fait qu'on ait un peu occulté leur histoire. Donc évidemment qu'il a été... Voilà. Lui, il aimerait, en fait, il sait que c'est une histoire qui peut parler justement aux jeunes générations, donc il aimerait qu'elle soit racontée encore. C'est intéressant le témoignage parce qu'on voit bien, effectivement, on reste encore sur un domaine militaire. Cette guerre-là, la France ne l'a pas perdue militairement, elle l'a perdue politiquement. Et cette équipe d'Algérie a fait partie, parmi beaucoup d'autres choses, des victoires politiques des Algériens, enfin du FLN en tout cas, c'est évident. Et ces footballeurs-là, malgré tout, on parle aussi des 30 000 morts, n'ont fait aucun mort. C'est quand même ce qui permet de raconter leur histoire. C'est une histoire de réconciliation, cette histoire-là aussi, parce que Rachid Mekloufi, qui était donc l'emblème de cette équipe, est revenu jouer en France après à Saint-Étienne, est devenu champion de France, a gagné la Coupe de France avec Saint-Étienne, et aujourd'hui encore a son siège toujours réservé à Saint-Étienne, et partage sa vie entre la France, l'Algérie, la Tunisie. Son fils vit à Paris. Donc il n'y a jamais eu d'ailleurs de haine contre la France, et c'est aussi une histoire de réconciliation. C'est juste que la guerre les a obligés à choisir un camp. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, Bertrand, dans cette histoire ? Oui, c'est l'aventure humaine réellement. C'est une vraie aventure. On part, alors quand ils quittent la France, ils passent les douanes. Enfin, c'est vraiment, on est embarqué avec eux. C'est une vraie aventure. Ouais, c'est vraiment l'engagement de ces types qui, quand même, à 2 mois d'une Coupe du Monde en Suède, alors qu'ils ils ont toutes les chances de jouer pour la France en Suède, ils lâchent tout, quoi. Ils lâchent leur confort, ils lâchent leur carrière, leur famille, pour certains, pour un idéal, finalement, et celui de la liberté, des droits, de l'indépendance. Ils ont été blacklistés après, dans les sélections françaises, d'avoir fait ce... Oui, bien sûr. Ah ouais. De fait, déjà, ils ont choisi leur camp, encore une fois. Donc, ils sont plus sélectionnables dans l'équipe de France à partir de là. Revenir en France aurait dû être plus compliqué, malgré... La plupart ne sont pas revenus. Ils sont 2 à être revenus, Rachid Mekloufi et Amar Rouaï. Ça s'est bien passé pour Rachid Mekloufi, mais il vous raconte que la veille du premier match, personne n'en menait large.
y compris lui-même évidemment, il y a eu beaucoup de menaces. C'est 6 mois après seulement qu'il est revenu, 6 mois après la fin de la guerre d'Algérie, qu'il est revenu en France. Donc l'OAS, on est encore en plein dedans, il y a des menaces, etc. et tout ça. Bon, malgré tout, il n'a pas eu, ça n'a pas été au-delà des menaces. Mais oui, certains ont mis leur carrière, leur carrière s'est arrêtée là. Le plus connu, Zitouni, allait être transféré au Real de Madrid. Et il avait déjà 30 ans, donc 4 ans plus tard, c'était fini. Ils joueront donc pour l'équipe nationale algérienne après l'indépendance. Après. Un maillot pour l'Algérie, ça s'appelle cette BD qui sort en librairie le 1er avril. Il vous faut encore attendre quelques jours. Nous vous conseillons vivement de vous plonger dans cette histoire passionnante et très bien racontée. Merci beaucoup Chris et Bertrand Galli. Et tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Jean-Yves Lair, vous organisez donc le championnat d'Europe de lutte celtique à l'Arena. Ça se passe à Brest, ça se passe le mois prochain, au mois d'avril. On connaît, dans la lutte celtique, on parle souvent de Gouren ici, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre lutte celtique ? Donc le backhold, la lutte anglo-écossaise qui se pratique dans le nord de l'Angleterre et en Écosse. D'accord. Donc ces deux-là, le Gouren et cette... Ça se pratique debout, les deux luttes se pratiquent debout, et la différence au backhold, c'est qu'on a les mains accrochées dans le dos et qu'on n'a pas le droit de les lâcher. Donc si on lâche la main, on a perdu, et le but est de mettre son adversaire au sol. Très bien. Donc c'est ces deux sports-là qui sont représentés au championnat. Donc le Gouren, il n'y a que des Bretons, et donc sur le... Non, parce que dans tous les pays, maintenant, c'est un championnat d'Europe, donc tous les pays pratiquent du Gouren et du backhold, donc des pays présents. Est-ce que c'est rare que ce championnat se déroule chez nous ? Ça arrive tous les 4-5 ans à peu près, parce que bon, ça tourne dans tous les pays. On a été en Islande, on est allé aux Canaries, on est allé en Espagne il y a 2 ans pour les espoirs, donc on a fait l'Autriche aussi. Donc, Vous souhaitez faire un énorme événement culturel autour de cette manifestation sportive. Parlez-nous un petit peu de ça. Vous ne voulez pas que ce soit juste un championnat sportif, vous voulez que ce soit un vrai rendez-vous des amoureux de la culture celte. Qu'est-ce que vous allez en faire alors ? Tout à fait, puisque il n'y aura pas que le sport. Le sport, bien sûr, il est traditionnel, mais on veut faire découvrir aussi à tous ces gens la culture bretonne avec les cercles, la danse, la musique, les chants. Donc on a prévu une soirée celtique au Macorlan le mercredi soir, avec donc Clarisse Lavanant, le cercle de Spézet qui est quand même bien connu dans la région, le Bagat des Abers. Le jeudi soir, ça sera une soirée chorale avec 2 chorales qui vont chanter dans 6 langues, donc Chœur en Cabale de Brest et la chorale de Saint-Renan. Et le vendredi soir, un grand fest-noz, donc avec Stargigène qui est bien connu ici aussi, Yao. Donc tout ça donc, des événements variés qui représentent la culture bretonne, tout ça pour pas mal de monde, parce que ça fait pas mal de visiteurs avec les accompagnants des sportifs. Tout à fait. Il faut compter dans les 200 personnes qui seront là, qui viendront des pays étrangers. Alors c'est l'organisation de toute cette partie culturelle qui vous demande pas mal d'argent. Combien d'argent ça représente ? S'il faut payer tous les groupes, on en a pour une certaine somme. Bon, il y a certains qui sont partenaires et donc qui viendront gratuitement. C'est notre joie. C'est ça qui coûte cher pour vous. Du coup, vous avez déposé le projet sur la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Là, vous y demandez 2 000 €. Pour l'instant, vous avez récolté 188 €, mais il reste encore 32 jours pour les gens qui veulent participer. Concrètement, à quoi vont servir les dons ? À aider à financer justement la venue, donc non seulement vraiment pour payer les artistes, pour payer les salles. Il y a les salles bien sûr, mais il y a aussi les sonorisateurs, parce qu'il n'y a pas que les artistes à côté. Il y a la sécurité maintenant dans toutes ces salles où il faut payer quand même la sécurité qui est de plus en plus importante. Donc tout ça permet c'est de l'argent qui est un peu différent de la culture. Et tout le monde peut aller mettre sur Kengo 5 €, 10 € pour participer. C'est pas seulement un événement, c'est le rayonnement de la culture bretonne dans le monde celtique. Tout à fait. Même auprès des Sardes, c'est ça, des gens qui viennent de Sardaigne et qui font de la lutte bretonne. C'est étonnant, comme c'est partout. L'Autriche qui font de la lutte bretonne. En tous les cas, quoi qu'il arrive, la finale du championnat d'Europe de lutte celtique, ce sera ces 22 et 23 avril à l'Arena à Brest. Merci beaucoup Jean-Yves Lair. Merci. On vous souhaite bonne chance pour votre projet et on termine avec un focus programme. Et ce mercredi à 18h30 sur TBO, retrouvez votre magazine consacré à l'entrepreneuriat dans les îles du Ponant. Ce mois-ci, le raccourci vous emmène sur l'île de Bas. Petit extrait. Et comment vous expliquez qu'il y a eu autant d'agriculteurs sur l'île de Bas, qu'il y a toujours d'ailleurs Oui, c'était de famille en famille, quoi.
Et il y a beaucoup qui sont venus du continent, des familles qui sont venues du continent travailler sur l'île. Comme ils n'avaient pas de travail sur le continent, ils sont venus travailler sur l'île. Et après, ils se sont installés. On ne comptait pas les heures. Parce qu'avant la marée, on avait souvent des pommes de terre à arracher. Au mois de mai, juin, là. Alors, il fallait faire ça le matin, tant que la mer était haute. Avec un casse-croûte, un vitesse, faire notre métier, quoi. Voilà, à suivre dès demain, mercredi. Merci beaucoup à tous les 4 messieurs d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.